Manger sainement sans se ruiner est un défi quotidien pour beaucoup de personnes. Réduire ses déchets est devenu une priorité pour de nombreux Français. Les préoccupations liées à notre impact sur la biodiversité ne cessent d'augmenter, en particulier chez les jeunes, où 70% d'entre eux se disent intéressés par le problème du réchauffement climatique. Le dernier 6e rapport du GIEC nous alerte sur le fait que la trajectoire prévue dans le cadre de la COP21 de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ne pourra pas être tenue et que nous sommes sur une trajectoire de plus 2,8 degrés. Pour la Normandie, c'est le même constat. Nous sommes sur un réchauffement depuis les années 70 compris entre plus 1 et plus 2 degrés, avec dans les scénarios les plus réalistes une augmentation de la température qui devrait être comprise entre plus 2 et plus 4 degrés, avec des conséquences également sur notre ressource en eau, des conséquences sur la santé, sans compter également l'élévation du niveau des mers, les précipitations intenses qui vont donner des inondations, notamment le long de la vallée de Seine et le long du littoral, pour ne citer que ces exemples. Le facteur humain est le principal responsable du réchauffement climatique. Quand on essaie de simuler et modéliser avec les facteurs naturels uniquement sans le facteur humain, on ne reproduit jamais la courbe de réchauffement. Le problème n'est pas est-ce qu'il a fait des moments plus chauds sur cette Terre. Effectivement, il y a eu des périodes où il faisait beaucoup plus chaud, mais le problème est la rapidité. On a des cycles depuis 2 millions d'années, avec des phases froides, des phases plus chaudes, mais le passage d'un cycle froid à un cycle chaud, c'est environ 4 à 6 degrés, ce dont on parle actuellement, mais le passage, il doit se faire en plusieurs milliers d'années, et là, on est sur un passage sur une centaine d'années. Et notre problème, il est là, c'est la rapidité des phénomènes. Des solutions concrètes émergent pour diminuer notre impact environnemental. De la ressourcerie à la revalorisation des appareils électroniques, en passant par la gestion des déchets alimentaires, un tour d'horizon des initiatives locales montre comment les gestes du quotidien peuvent faire la différence. Il est 10h au marché de Canteleu et Alexandre, étudiant en géographie, vient faire ses courses. Pour lui, c'est l'occasion de mieux manger tout en soutenant les producteurs locaux. C'est pas si cher que ça. En fait, c'est beaucoup moins cher, notamment pour les fruits et légumes ou la viande. Et en plus, si c'est moins cher pour moi, je veux dire, je combine tous les bénéfices à la fois pour les autres, la planète, mais aussi pour moi, la santé et l'argent. La logique d'un marché, c'est vraiment de vendre au plus proche des clients et en même temps, ça permet de discuter, de voir ce qu'ils font. Ça peut être, moi, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus humain aussi. C'est un côté très populaire, mais c'est assez chaleureux. Mais il en faut des jeunes courageux, il y en a, hein. Au cœur de nos campagnes, des hommes et des femmes cultivent la terre avec passion. Leur engagement garantit des produits de qualité avec une distribution qui privilégie le contact direct entre producteurs et consommateurs. Nous servons nous-mêmes nos clients, ce qui permet le respect des produits ainsi que la fraîcheur. Nous récoltons des produits toujours frais, récoltés la veille généralement, comme ça pour que les clients puissent le garder le plus longtemps possible et de meilleure qualité. Le circuit court, c'est la promesse de produits frais, savoureux et souvent moins chers. Pour Christophe, responsable de la cantine, c'est une philosophie de vie. Ici, on mange bien et pas cher, uniquement des produits frais et locaux, grâce aux dons des adhérents et des maraîchers. Tout ce que je te pose là, ça part à la plombe. La cantine permet de manger effectivement sainement, tous les jours des plats variés, et pour les étudiants à des prix qui sont attractifs, quoi. Et puis après, on a aussi des plats suspendus. Donc si je me rends compte qu'un étudiant a des difficultés, etc., on va lui offrir le plat, quoi. Voilà. Pourtant, 55% des Français estiment que manger équilibré est trop coûteux. Peut-on consommer sainement sans faire exploser son budget ? Comment on donne cette possibilité aujourd'hui aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette alimentation responsable, et justement à travers des maraîchers, à travers des AMAP, à travers des nouvelles façons de consommer, on se rend compte que c'est tout à fait possible, mais il y a aussi une déconstruction à opérer. Ici, chaque objet a une histoire et chaque vêtement une seconde vie. Un véritable trésor pour les amateurs de mode à petit prix, lassés de la fast fashion. Je suis étudiant et financièrement, c'est un peu compliqué de s'habiller dans des magasins de grande surface, etc. parce que les prix sont quand même assez élevés. Je trouve que dans les magasins actuels, c'est des modes qui passent. Là, on retrouve tous ces temps dans un même endroit et du coup, on a toutes les années, on a toutes les modes. C'est un regroupement de plein de belles choses et c'est trop bien.
On est obligé de vivre différemment, il va falloir consommer différemment, il va falloir faire attention, il va falloir arrêter cette surconsommation, préconiser la qualité par rapport à la quantité. Mais le premier critère, c'est le prix, il ne faut pas se leurrer. La seconde main, ce n'est pas que des vêtements. Dans ce magasin d'électroménager d'occasion, chaque appareil trouve une nouvelle vie. Ce qui m'attire dans l'achat d'électroménager de seconde main, c'est surtout l'aspect écologique, de réduire son empreinte carbone dans tout ce qui est électroménager. Je pense que c'est très important vu le contexte actuel. Ici, on recycle, on répare et on réinvente. En France, près de 40% des appareils électriques vendus sont d'occasion. On aperçoit que depuis ces derniers mois, voire ces dernières années, on a de plus en plus de demandes de réparation dans un premier temps, mais du coup aussi des produits qui arrivent chez nous de plus en plus usés, puisqu'ils ont déjà subi une réparation. Donc le travail de réparation est de plus en plus chronophage, énergivore. Chaque réparation est une victoire contre la surconsommation. Objectif, réinventer notre manière de consommer. On a des clients qui veulent acheter que du neuf parce qu'ils pensent que le neuf va pas tomber en panne. Tous nos produits sont quand même testés, contrôlés, vérifiés entièrement. On démonte à 100%. Donc j'aurais tendance à vous dire, il y a autant de risques de tomber en panne sur du neuf que sur du reconditionné. La seconde main, ce n'est pas seulement donner une nouvelle vie aux objets, c'est aussi une opportunité pour nous de repenser notre manière de consommer et d'agir. Si les objets peuvent avoir une seconde chance, pourquoi pas nous ? Si on reprend à la racine le terme de seconde main, c'est vraiment essayer de diminuer la production globale. Faut savoir que d'après la Global Textile Industry, on a environ 80 à 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde. Et donc la seconde main vient pallier cette énormité en essayant de re-questionner là aussi le rapport qu'on peut avoir au produit, re-questionner le confort. Est-ce qu'on a besoin de ce produit? Donc il y a un aspect aussi utilitaire. La seconde main, ça va être de se dire potentiellement je vais faire en sorte que mon produit dure le plus longtemps possible. Adopter des pratiques plus durables et responsables, c'est offrir à chacun de nous la possibilité de contribuer à un avenir plus vert et plus équitable. Mobilier, chaînes IFI, vêtements et bien plus encore, tous ces objets ont une histoire. Et c'est avec vous que peuvent s'écrire une nouvelle page de leur vie, ou plutôt leur seconde vie. Et ça commence ici, dans cette ressourcerie. En venant ici, moi je soutiens un mode de consommation qui est plus sobre, plus responsable, plus éthique. Je pense qu'en tant que consommateur, on a un grand impact avec notre carte bancaire, puisque quand on fait un achat, en fait, on soutient une industrie, une production. Comme Agathe, 70% des étudiants soutiennent la cause écologique. Dans un monde où la surconsommation est omniprésente, la réduction des déchets devient une priorité. Les ressourceries comme celle de Bruno jouent un rôle crucial dans la réduction des déchets. Le rôle d'une ressourcerie va tourner autour de 4 fonctions. On a la fonction collecte, donc c'est par le don, la solidarité des usagers, un objet dont je n'ai plus l'utilité, et j'en fais don à la ressourcerie pour qu'il serve à quelqu'un d'autre. Ensuite, on a la fonction valorisation, qui est l'allongement de la durée de vie, c'est-à-dire que je vais essayer de réparer l'objet de façon à allonger sa vie. Et ensuite, la fonction vente avec de la redistribution pour tous, à des prix solidaires, pour permettre à tous en fait de pouvoir s'équiper. Mais la réduction des déchets ne s'arrête pas là. Dans cette entreprise de reconditionnement numérique, les appareils électroniques trouvent une nouvelle vie, une alternative écologique et économique à l'achat de produits neufs. Avant, les entreprises et collectivités mettaient à la benne les PC qui étaient usagés. Avec Reboot Insertion Coopération, donc on les récupère et ça permet de les reconditionner et d'atteindre un taux de reconditionnement pour des PC portables de l'ordre de 65% et pour des PC fixes de l'ordre de 90%. Il faut savoir que le marché de la seconde vie des appareils numériques et électroniques a vraiment explosé. On a une tendance de plus 15% en 2023 par rapport à 2022. On a tout type de tiers-lieux en fait, où on peut directement acheter des produits reconditionnés, mais c'est aussi directement via des applications où on peut retrouver en fait des produits de seconde main électroniques vraiment intéressants. Et on se rend compte là aussi que le consommateur, qui est de plus en plus sensible, va avoir tendance à s'orienter vers ce type d'usage. Alors, prêt à faire la différence? Ce n'est pas seulement une tendance, mais une nécessité. Ensemble, réduisons nos déchets et notre empreinte carbone pour un monde plus vert. Dans ce restaurant universitaire du Crous, la gestion des déchets est une priorité. Dès son repas terminé, Yasmine n'hésite pas à trier ses restes.
C'est devenu un automatisme pour cette étudiante. Le Crous, il limite énormément leur utilisation plastique. Déjà, tout ce qui est individuel, c'est pas emballé dans un plastique, c'est en vrac. Il y a beaucoup de bacs de récupération, tout est bien indiqué de manière à que nous, on puisse facilement trier nos déchets et c'est important. En dehors du Crous, je continue à trier mes déchets. Alors au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, mais au final, au fur et à mesure, en mangeant tous les midis au Crous, étant donné que tout est bien indiqué, on arrive à faire les différences. Ça reste relativement simple parce qu'on peut trouver des bacs de récupération très facilement un peu partout. Pareil pour les composts, on peut se renseigner auprès des mairies des villes pour savoir où est-ce qu'il y a un compost commun. Et puis de plus, un compost comme les bacs de récupération, on peut en acheter sur internet, dans les grandes surfaces. Donc ça reste relativement très simple de trier de chez nous. Et de même si on oublie quelque chose au Crous, qu'on a un doute, on cherche sur internet, il y a toutes les réponses. Les déchets alimentaires des cantines représentent plusieurs tonnes de matière organique chaque année. Mais que deviennent-ils une fois collectés ? Nous, on collecte les déchets alimentaires. Les déchets alimentaires n'ont pas vocation à faire des kilomètres. Il faut vraiment que ce soit valorisé en local. Donc nous, notre intérêt, c'est vraiment de travailler avec les acteurs locaux de la valorisation. Notre objectif, ça va être de les aider à prendre conscience de ce gaspillage-là et de les aider à trouver des solutions en fait, pour réduire le gaspillage. Et ensuite, on va venir donc installer des solutions de tri. Dans un restaurant collectif, on va venir installer des tables de tri. Dans un restaurant traditionnel, on va venir installer des poubelles dédiées, typiquement dans les zones de plonge ou dans les zones de préparation. Ces déchets vont ensuite être collectés, donc à minima une fois par semaine, jusqu'à éventuellement quotidiennement si le besoin était là. Une fois que les déchets arrivent sur notre site, en fait, on va peser ces déchets-là, on va les vider dans des plus grands contenants et on envoie sur les unités de valorisation, donc l'unité de méthanisation ou de compostage, pour que là, la magie opère et que le déchet soit valorisé. À la maison, chacun peut installer un composteur, une solution simple et écologique pour valoriser les déchets de cuisine et de jardin. En France, nous produisons environ 310 millions de tonnes de déchets. Donc ça, c'est une statistique de 2020. Il faut savoir que c'est une tendance plutôt à la baisse parce qu'en 2010, on était autour de 355 millions de tonnes de déchets. Parmi l'entièreté de ces déchets, de 66%, ça va être complètement recyclé. Donc le taux de recyclage est quand même assez intéressant en France. Parmi ensuite ces déchets, les déchets ménagers, en fait, pour 50% d'entre eux, on va pouvoir les revaloriser à travers soit de la méthanisation, ce qui va créer du biogaz, ou alors directement du compostage. Et donc pour ça, derrière, ça permet notamment de récupérer de l'énergie, de la chaleur, de l'électricité, mais aussi du carburant. La valorisation des déchets est à la portée de tous. Ensemble, transformons nos déchets en ressources pour un avenir durable. Adoptons ces pratiques pour faire de nos déchets d'aujourd'hui les ressources de demain. On peut remédier et lutter contre le changement climatique au travers de deux maîtres mots que sont l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour atténuer les effets du changement climatique, pour pouvoir s'y adapter, parce qu'il va falloir s'adapter à ces nouvelles situations. Et pour cela, on souhaite mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation, ça s'appelle la transition écologique, et la transition écologique doit se mettre en place dans tous les secteurs d'activité, nous sommes tous concernés. Et ce qu'on comprend en filigrane, c'est que tous les secteurs d'activité doivent évoluer, donc tous les métiers vont devoir évoluer. Il va falloir former tout au long de la vie, former les étudiants à ces notions d'atténuation et d'adaptation pour mettre en place des mesures concrètes. On a des mesures déjà matures sous la main. Il y a l'innovation et il y a justement l'impact du citoyen au quotidien. Et souvent on le mesure mal cet impact. Et il y a plusieurs études qui ont montré que l'impact et les mesures au quotidien peuvent représenter entre 15 et 25% du chemin. C'est-à-dire que par nos petites mesures au quotidien, on peut atténuer vraiment de façon conséquente nos émissions de gaz à effet de serre et faire jusqu'à 25% du chemin. Donc c'est loin d'être négligeable. Les actions quotidiennes et initiatives locales démontrent qu'il est possible de réduire significativement les déchets et l'empreinte écologique. Chaque geste compte et contribue à un avenir plus durable. Adopter ces pratiques responsables est essentiel pour préserver notre planète.